Nous allons continuer les communications avec Élise Boulanger-Semama qui va nous présenter des cas de dystrophie de cône, point d'interrogation. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter une série de cas dont voici le premier. Il s'agit d'une femme de 49 ans qui présente une baisse d'acuité visuelle bilatérale prédominant du côté gauche associée à une photophobie et une héméralopie. Voici son fond d'œil, donc il montre une atrophie de la région péripapillaire et de la région maculaire. Ici, bien visible en autofluorescence en lumière bleue et proche infrarouge avec une hypo-autofluorescence maculaire bordée par un liseré hyper-autofluorescent. Ici, son OCT qui retrouve un amincissement rétinien important avec une altération diffuse de la lamination rétinienne, une disparition des couches externes des photorécepteurs et une hyperréflectivité choroïdienne par effet fenêtre. Son champ visuel Goldman montre un rétrécissement majeur des isoptères, réduit aux 30 degrés centraux. Et ici, le bilan électrophysiologique ne permet pas d'enregistrer de réponse discernable du bruit de fond, aussi bien à l'ERG global qu'à l'ERG multifocal. Donc, devant ce tableau clinique, nous avons évoqué le diagnostic de dystrophie cône-bâtonnet et cette patiente a pu bénéficier d'une analyse génétique en utilisant une approche de séquençage nouvelle génération qui cible un large panel de gènes connus de dystrophie rétinienne héréditaire. Et de manière très surprenante, on a pu mettre en évidence une mutation sur le gène BEST1, déjà rapporté dans la littérature, publié en 2004 dans IOVS, qui est associé à un syndrome typique, un syndrome qui s'appelle le syndrome d'Advirk, Advirk pour autosomale dominante vitréo-rétinochoroïdopathie. Alors, ce syndrome, il est caractérisé par plusieurs éléments. Tout d'abord, une condensation fibrillaire du vitré. Deuxièmement, une bande circonférentielle pigmentée qu'on peut voir ici sur ces clichés entre l'aura serrata et l'équateur, très périphérique et qui est pathognomonique en fait de cette affection. Et des anomalies de développement du segment antérieur à type de microcornée, microphthalmie et glaucome par fermeture de l'angle. Sur le plan électrophysiologique, on retrouve la plupart du temps une diminution du rapport d'Arden à l'électroculogramme, qui est caractéristique dans la plupart des cas de maladies impliquant le gène BEST1. Et à l'ERG, les anomalies sont variables. Ça peut aller d'un ERG normal à des altérations plus ou moins sévères. Donc, sur le plan génétique, c'est une pathologie de transmission autosomique dominante, 4 mutations identifiées à ce jour, toutes des mutations faux sens qui seraient impliquées dans une altération de l'épissage entraînant une protéine bestrophine tronquée. Donc, à la lumière de ce diagnostic génétique, on a réinterrogé la patiente et on a pu constater effectivement que l'histoire familiale était tout à fait compatible avec une pathologie de transmission dominante, que d'autres membres de la famille étaient atteints d'anomalies du segment antérieur de type microcornée et glaucome par fermeture de l'angle. La patiente elle-même présentait une hypermétropie forte avec un antécédent d'IP pour un segment antérieur étroit. Et si l'on regarde de manière plus précise la périphérie rétinienne, il existait effectivement cet anneau pigmenté périphérique qui était passé inaperçu ou qui avait été pris à tort pour des ostéoblastes rétiniens. Voici le cas de sa sœur aînée, âgée de 60 ans, porteuse de la même mutation, qui présente une discrète photophobie, une acuité visuelle tout à fait préservée, un fond d'œil qui semble relativement normal, en tout cas pas de pigmentation périphérique, si ce n'est une condensation importante, fibrillaire du vitré, là, bien visible en autofluorescence en lumière bleue. Son OCT, par contre, est altéré avec un aspect granité des couches externes des photorécepteurs aux deux yeux et prédominant plutôt du côté droit avec une interruption focale ici, en arrière de la fovea de l'œil gauche. Le bilan électrophysiologique est lui aussi altéré avec des diminutions des réponses aussi bien dans le système des bâtonnets que des cônes. Et voici un troisième cas, une patiente de 62 ans. Elle aussi se plaint de photophobie et d'héméralopie. Elle a un diagnostic de rétinite pigmentaire depuis l'âge de 5 ans. Une baisse visuelle prédominante du côté droit. Son fond d'œil montre un aspect sans doute un peu atrophique de la région maculaire. Et si l'on s'intéresse à l'extrême périphérie, on aperçoit une pigmentation marquée des deux yeux. En autofluorescence, les anomalies sont plus marquées, avec une hypo-autofluorescence prédominante dans la région inférieure de la rétine. Des anomalies à l'OCT, avec disparition des couches externes, une préservation de la fovea du côté gauche qui explique la bonne acuité visuelle
pour le moment, et un bilan électrophysiologique extrêmement altéré, à l'exception des hexagones centraux sur l'ERG multifocal. Donc chez cette patiente avec un diagnostic de rétinite pigmentaire, elle a aussi bénéficié d'une analyse génétique, toujours en utilisant une stratégie de séquençage haut débit. Et là aussi, le résultat était très surprenant puisqu'on a retrouvé une mutation hétérozygote sur le gène BEST1, qui est aussi rapportée dans la littérature, associée au MRSCS syndrome. On se fiche de ce nom. En fait, c'est un continuum avec l'ADVIRC, sans doute une forme un peu plus sévère. Et l'histoire familiale concorde bien avec une pathologie de transmission dominante. Donc pour conclure, l'ADVIRC est une pathologie rare, probablement sous-diagnostiquée car méconnue et pouvant être pris à tort pour une rétinite pigmentaire dans les formes très avancées. L'ADVIRC appartient au spectre des pathologies impliquant le gène BEST1. Il faut l'évoquer dès qu'on a une transmission dominante, un anneau pigmenté de la périphérie rétinienne, ce qui est pathognomonique, d'autant plus s'il y a des anomalies associées du segment antérieur et un EOG anormal. Tous ces éléments cliniques sont bien sûr inconstants, ce qui rend le diagnostic parfois difficile, comme le montre notre deuxième cas où le tableau clinique est très peu évocateur. Il existe une grande variabilité phénotypique, même pour une même mutation et au sein d'une même famille. Classiquement, l'ADVIRC était considéré comme de bons pronostics, mais en fait, des publications récentes qui étudient à long terme les premières familles qui ont été décrites dans les années 80 montrent que l'évolution se fait vers une baisse visuelle sévère avec un œdème ou une atrophie maculaire. L'approche de séquençage génétique exhaustive qui analyse plein de gènes en même temps est finalement intéressante pour ce type de diagnostic rétrospectif lorsque l'examen clinique finalement n'a pas permis de suspecter le diagnostic d'ADVIRC. L'imagerie grand champ peut prendre toute sa place pour ne pas méconnaître cet anneau pigmenté qui est souvent très périphérique et très évocateur s'il est détecté. Et enfin, même si on n'a pas de traitement curatif pour ces pathologies, le dépistage peut permettre de prévenir le risque de glaucome par fermeture de l'angle chez le patient, mais aussi tous les membres de sa famille. Je vous remercie. Très très joli, vraiment très bien. Est-ce que vous avez, certains d'entre vous, un commentaire à faire? Une question? Yves? Attends, micro. Non, mais c'est enregistré. Oui, vous avez une confiance totale dans le diagnostic génétique? Disons que là, autant généralement on n'a pas une confiance totale parce que ce type d'analyse permet de retrouver souvent plusieurs variants et que c'est une histoire de probabilité de savoir lequel est le plus probablement pathogène, autant là c'est assez concordant parce que le mode de transmission va avec, le tableau clinique va avec les anciennes publications, donc je pense qu'on est assez sûr. Oui, non, je parle naturellement de votre publication, oui, mais en général, quand il y a on ne peut pas avoir une confiance absolue dans le souvent, c'est pas aussi séquençage, noir en fait. ou blanc que ça. Ouais. Oui, bien sûr. Sur ces familles qui ont des mutations dans le gène BEST1, il n'y a aucune maladie de BEST qui ont été décrites, associées dans ces grandes familles. Il n'y en a aucune qui a... Pourtant, c'est des énormes familles qui ont vraiment été, et pas du tout. Alors, c'est un phénotype très distinct. Et ils pensent que c'est juste l'endroit de la mutation qui est sur des sites d'épistage, donc ce ne serait pas le même mécanisme. Mais ce n'est pas clair du tout, et effectivement, pourquoi pas, on pourrait imaginer qu'il y ait... Mais ce n'est pas décrit en tout cas. Merci. Merci beaucoup.